Bonjour, aujourd'hui nous travaillons sur le seigneur dans son château, le seigneur de Loches, puisque notre travail porte sur la seigneurie de Loches. Vous avez travaillé sur les paysans, donc aujourd'hui on va se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'être seigneur dans son château, quel est son rôle, quel est son rapport avec les paysans. Alors voilà le château de Loches qu'on a déjà étudié, avec son donjon, avec ses murailles. Et pourquoi il est là ce château? Premièrement parce qu'au 9e siècle, à partir du 9e siècle, des années 800, il y a énormément d'invasions en Europe. Alors vous avez d'abord les Vikings ou Normands qui arrivent par le nord, qui vont envahir la France, plutôt la Francie, en passant par les fleuves, donc ils vont arriver jusqu'à des régions comme Tours. Vous avez les Hongrois qui arrivent de l'Est, qui vont piller et dévaster le centre de l'Europe. Et vous avez les musulmans, l'empire dont on a parlé au début de l'année, que eux, les Européens appellent Sarrasins, et qui viennent faire des attaques par le sud. Et donc du coup, ce qui fait qu'il y a énormément d'insécurité et que les habitants des campagnes sont victimes de beaucoup de violence. Donc ils vont chercher à se protéger. Et puis deuxième problème, comme l'empereur n'est plus là, les comtes, qui étaient les fonctionnaires de l'empereur, doivent chacun se débrouiller. Et donc la Francie est divisée en plein de comtés, dont celui qui se trouve à Loches, c'est le comté d'Anjou. Alors le problème du comté d'Anjou, le comté de Fultnera, c'est le comte de la seigneurie de Loches, c'est qu'il est en guerre avec le comte de Blois, le voisin, ici en jaune, Eudes de Blois. Sauf que Loches est au milieu du comté de Blois, donc le comte de Blois n'arrête pas d'attaquer Loches pour essayer de prendre le territoire. Ce qu'il fera d'ailleurs à la fin. Et tout ça pour dire que les paysans ont beaucoup de soucis à se faire et qui vont donc chercher à se protéger. Alors au départ, dans les années 800-900, les paysans vont se débrouiller avec des hommes d'armes qu'ils vont trouver, qui vont construire des petites tours protégées comme ça pour défendre le château. Défendre le village. C'est ce qu'on appelle une motte féodale. Donc on construit un grand tas de terre comme ça, hop, on amasse de la terre, on fait une tour en bois au-dessus, et puis les habitants de la ferme d'à côté peuvent venir se protéger quand il y a une attaque. Ça ressemble à ça, Alors vous avez une reconstitution à la motte Saint-Sylvain à côté d'Angers, voilà, donc c'est assez intéressant. Cette motte féodale qu'on va retrouver dans les livres du Moyen-Âge, vous voyez, par exemple dans la tapisserie de Bayeux, on voit cette motte féodale qui est représentée. Parfois elles vont être en pierre, comme à Gisors, mais à partir du XIe siècle, les choses deviennent plus sérieuses et on a des châteaux comme celui de Fultnera, qui est un immense donjon en pierre. Donc on va pas mal s'intéresser maintenant à ce donjon. Alors le donjon de Fultnera, dont on a déjà parlé, puisqu'on a vu qu'il y avait des paysans qui vivaient autour, il a plusieurs éléments intéressants. Vous avez par exemple, ça vous connaissez, on a vu ça pour les églises, ce qu'on appelle des contreforts. Donc ça veut dire que c'est un bâtiment extrêmement solide, avec des murs très épais, fait pour résister à des attaques. Et puis vous avez aussi, et c'est notable, plein de petits trous, qu'on appelle des trous de boulin, qui ne sont pas des trous liés à des attaques, mais qui vont être très utiles, on va en reparler un peu plus tard. Autre élément que vous connaissez sans doute, c'est des ouvertures assez longues et étroites, qu'on appelle des meurtrières, qui évidemment ont un rôle défensif important. Alors ces meurtrières, on les appelle au Moyen-Âge des archères ou des arbalétrières. Là vous avez la place pour faire passer l'arbalète. Ce sont des endroits en fait où on peut tirer sur les adversaires sans être soi-même victime de tir. Donc ce sont des zones de protection. Alors le château de Fultnera, il a aussi d'autres éléments de protection à part les meurtrières et à part ces murs très épais, renforcés par des contreforts. Vous avez le chemin de ronde qui est une muraille, sur lequel des soldats peuvent passer pour attaquer ceux qui sont en bas, et des tours, qu'on appelle des tours à bec, puisqu'elles sont pointues, et donc ces tours aussi sont des éléments de défense. Donc un château, un donjon pour se protéger, plus une muraille autour avec des tours. Alors si on prend ces tours et ces murailles, elles sont le long des murs, ornés de ce qu'on appelle des créneaux et des merlons, très important dans le château médiéval. Alors le créneau, c'est le creux par lequel le soldat peut tirer, et le merlon, c'est la zone entre chaque creux qui permet de se cacher quand on est victime de tir. Alors sur certains murs, vous avez des petites tours qu'on appelle des échauguettes, et vous retrouvez ici le créneau, le creux, et le merlon, donc la partie proéminente. Si on résume, voilà, créneau dans les creux, et merlon, cette partie-là. Ce qui fait que souvent vous avez ça comme château, donc comme représentation classique sur les châteaux de sable que vous faites sur les plages. Bon, en fait, c'est pas vraiment ça. Pour être tout à fait exact, le château ne se constitue pas seulement de créneaux et de merlons, puisque les châteaux du Moyen-Âge avaient des structures en bois, donc des toits sur les créneaux et les merlons, et puis ce qu'on appelle ici des hauts, je vais y revenir. Voilà, les châteaux de Carcassonne, par exemple, on voit que la plupart des créneaux et des merlons sont recouverts. Alors si on prend notre château de Loches, en fait il manque toute une partie qui était là au Moyen-Âge. Alors dans le château vous avez
maquette avec la partie en blanc, c'est ce qui a été détruit, et toute la partie en bois, c'est ce qui a été construit et puis qui a disparu avec le temps, puisque le bois pourrit bien sûr. Alors ça s'appelle, ces structures de bois, des ours. Alors vous les avez le long des chemins de ronde et sur les tours. Et en fait, ces ours permettent aux soldats de se déplacer et d'être donc directement au-dessus des assaillants. Et en fait, on va utiliser ces fameux trous de boulin, ce sont les trous dans les murs, puisqu'en réalité, ces trous vont servir à mettre des structures en bois, des poutres, sur lesquelles on va construire ensuite les ours. Ce qui fait que ça permettra d'attaquer l'adversaire non seulement en l'attaquant en face, mais aussi avec des trous sous les pieds pour pouvoir jeter des objets, des pierres. Pas de l'huile bouillante, ça coûtait trop cher, mais toutes sortes d'objets qui font mal. Donc, voilà un ours vu de l'intérieur, avec ici vous avez le créneau pour pouvoir tirer, et ici vous avez ces trous pour pouvoir jeter. Alors c'est ces trous qu'on appelle des machicoulis. Alors les machicoulis à la fin du Moyen-Âge ils seront en pierre, puisque les ours vont être remplacés par des structures entièrement en pierre, avec ici toujours créneau et merlon, et puis ici les machicoulis. Bien aussi à la fin du Moyen-Âge l'utilisation des ponts-levis fortifiés. Alors, vous avez donc des ponts en bois avec des structures mobiles, avec des poutres qui vont être ramenées par des systèmes de poulies, et vous avez dans le mur ici des trous qui permettent de rentrer les poutres. Alors à Loches, vous avez par exemple ici la porte Jeanne d'Arc avec un pont-levis qui était pour les carrosses, et puis vous aviez un deuxième petit pont-levis ici avec une deuxième poutre toute seule qui était pour les piétons. Alors, à la fin du Moyen-Âge, il y a d'autres éléments aussi qui vont se rajouter. Vous avez les canons qui apparaissent à partir du 14e, 15e siècle. Donc, on va souvent les mettre en hauteur pour tirer loin. À Loches, vous avez ce qu'on appelle la terrasse à feu, qui est ici, et puis qu'on retrouve sur le plan ici. Et du coup, les meurtrières deviennent des canonnières, puisqu'on va faire des trous plus larges pour pouvoir faire passer les canons. Donc, si on résume, notre château de Loches, il a son donjon, avec une première muraille. Ici vous avez la deuxième muraille qui va être ajoutée. Ce qui est intéressant, c'est que à l'intérieur de cette deuxième muraille, on va avoir ce qu'on appelle la basse-cour. Et cette basse-cour, c'est là où les paysans, s'ils sont victimes d'une attaque, peuvent, en passant par le pont-levis, venir se cacher en attendant la fin de l'attaque. Donc finalement, le seigneur est là pour protéger les paysans. Et vous avez ici le fossé qui permet d'empêcher les ennemis de rentrer. Alors c'est important de préciser ça parce que du coup, ça nous explique comment fonctionnait la société. On a dit dans la première partie que les paysans payaient beaucoup d'impôts, donnaient à manger aux seigneurs. Mais en fait, c'est parce que tout ça est très organisé. Vous avez donc les chevaliers, qu'on appelle au Moyen-Âge en latin les bellatores, et ils sont là pour se battre. Les laboratores, les paysans, sont là pour travailler. Et il reste ceux dont on a beaucoup parlé, les prêtres, les oratores, qui sont là pour faire la religion. Et donc finalement, tout ça fonctionne. Vous avez les seigneurs qui sont là pour protéger les clercs et les paysans, les prêtres qui sont là pour prier pour tout le monde, pour qu'ils aillent au paradis, et les paysans, eux, sont là pour nourrir tout le monde. Donc finalement, tout ça est plutôt bien organisé, et a priori, ça fonctionne. Ce qui fait que si on prend notre seigneurie de Loches, on retrouve ces trois éléments. Les paysans laboratores, qui travaillent, qui produisent la nourriture, le seigneur bellatores qui fait la guerre, qui protège tout le monde dans ses murailles, donc qui peut permettre d'accueillir toute la population si jamais il y a une attaque, et les oratores qui sont là pour prier pour tout le monde et pour qu'ils puissent aller au paradis. Et la société fonctionne relativement bien comme ça. Alors, à vous de travailler. Vous avez dans la fiche une activité qui est compléter le schéma du château avec les mots qui sont fournis. Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer, c'est pas grave, vous mettez ça sur une feuille, vous pouvez faire un petit dessin éventuellement. Et puis vous avez un texte à 3 complété avec ce qu'on vient de dire, et aussi en vous aidant du manuel, page 34-35, pas mal de choses intéressantes. Bon courage, à vous de jouer, et à bientôt.